dans 3 jours, avec un petit chouïa en plus. Parce qu'il faut quand même payer le risque épouvantable qu'ils viennent de prendre. Donc la Fed rachète toutes les émissions obligataires du Trésor américain. Ce n'est pas les Chinois. Aujourd'hui, les Chinois, ils en ont marre. Hein, ils n'y vont pas. Les Japonais, ils ont autre chose à faire, donc ils n'y vont pas non plus. Les pays arabes du Golfe, ils ont trouvé que leurs amitiés avec les États-Unis pouvaient se déboucler assez rapidement et qu'on pouvait leur saisir leur compte, donc ils sont moins chauds pour y aller. Et les Européens, on a quand même autre chose à faire. Donc aujourd'hui, personne n'est là pour acheter les obliges américaines. Donc, qui y va? La Fed, qui est aujourd'hui le plus gros détenteur, bien devant les Chinois et bien devant les Japonais, de trésoreries américaines. Et donc, vous comprendrez bien que, ça, moi j'ai expliqué ça à ma fille qui a 12 ans, et visiblement elle a mieux compris que M. Bernanke. Je lui ai dit, tu prends un billet de 20 €, tu le mets dans ta poche gauche, et ensuite tu vas le mettre dans ta poche droite, est-ce que tu es plus riche de 20 €? Elle m'a dit, papa, t'es un imbécile. Je lui ai dit oui, mais M. Bernanke aussi. Donc, si vous ne faites pas tourner l'argent, si l'argent ne rentre pas dans le circuit économique, ça ne sert à rien. Donc, c'est ce qui se passe, malheureusement, et malheureusement, on continue à essayer de vous faire croire que ça va redémarrer les choses. Eh ben non, ça ne redémarre pas. Et donc là, maintenant, je pense qu'on est arrivé dans une situation, que vous la preniez pays par pays, que vous la preniez au global. Là, si vous amusez à faire le total de ce que j'ai derrière moi par rapport à la création de richesse mondiale, vous allez avoir peur. Je vous le dis tout de suite parce que ça dépasse très largement les choses. Donc, on est dans une impasse aujourd'hui. On est dans une impasse et la question est comment va-t-on s'en tirer? Et bien la réponse, je ne l'ai pas. Donc, je n'en ai pas la moindre idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous apercevez que vous êtes probablement pas loin du bout et du dénouement des choses, parce que, à force d'en faire, j'ai eu des commentaires, parce que j'avais dit que le Japon s'était cuit. Alors j'ai quelqu'un qui a essayé de m'expliquer que le Japon s'était pas cuit parce que ça faisait 20 ans que ça durait et que donc ça pouvait encore durer 20 ans. Ben non, pas de bol, ça ne peut pas durer encore 20 ans. Pourquoi ça ne peut pas durer encore 20 ans? Parce que tout simplement, vous êtes arrivé aux limites de la chose, puisque en 2012, le Japon va être obligé d'émettre plus en montant d'obliges. Le Trésor japonais va être obligé d'émettre plus de montants obligataires qu'il n'y a de revenu national au Japon. On comprend bien que si jamais, même si les Japonais arrêtaient de consommer, arrêtaient de manger, arrêtaient de vivre, ils ne pourraient pas souscrire. Ce n'est pas l'État, c'est le revenu. Un peu autre chose. Donc, vous arrivez aux limites du système. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Ben, il peut se passer deux choses. Première chose, les monnaies s'effondrent. Désolé. Non, ça peut être... Quand on les joue à la baisse, ça peut très bien se passer. C'est justement ça, la question aujourd'hui. C'est quand on est pessimiste à ce point-là, en fait, sur les différentes zones économiques, le Japon, depuis 20 ans, les États-Unis, sur lesquels c'est exponentiel, et l'Europe qui commence là à copier les travers de leurs voisins, la question... On apprend vite. Hein. Oui, on apprend très vite. Donc avec une BCE qui n'était pas censée devenir interventionniste puisque ça ne faisait pas partie de ses statuts, et aujourd'hui elle rachète sur les marchés obligataires tout ce qu'elle peut. Donc la question aujourd'hui par rapport aux traders qui cherchent des opportunités sur les monnaies, ça va être un peu quelle est la monnaie qui va, non pas disparaître puisque j'essaie de rester un minimum positif, mais se déprécier le plus en premier. Or là, le Japon, avec les annonces qu'on a eues ces derniers jours, avec les élections qui arrivent au mois de décembre, c'est une situation très chaude et
On l'a vu sur les marchés avec le dollar yen qui revient. Vous avez le yen, enfin en gros vous avez le yen, vous avez tous ceux qui ont des banquiers centraux éminemment intelligents, c'est-à-dire la BCE, la Fed et la BOJ. Alors il faut que les gens sachent que le yen c'est la monnaie refuge par définition. Donc c'est une monnaie, là ça fait 10 ans que le yen est recherché et acheté par tout le monde. Le jour où il y a eu, alors ça c'était assez hallucinant, le jour où il y a eu Fukushima, donc le Japon pouvait potentiellement être rayé de la carte, les gens se sont dit, on a peur, quand on a peur on achète du refuge, on achète du yen. Donc le lendemain, le Japon était rayé de la carte, on se retrouvait, tout le monde avait des yens. Donc allez savoir. Mais il se pourrait qu'actuellement, justement, et c'est là où l'opportunité de trading est intéressante, et ceux qui ont lu les prévisions trimestrielles l'ont vu, le yen, là, pourrait perdre son statut de refuge et dégringoler contre le reste, en fait. Pourrait. Est-ce que ce serait le premier? Parce que les États-Unis pèsent lourd et bon, eux... Peut-être. Enfin, vous savez, il s'est passé exactement la même chose aux États-Unis. Hein. Souvenez-vous de 2008. 2008, les problèmes arrivaient des États-Unis. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rué sur le dollar. C'est une aberration, mais enfin, c'est comme ça. Donc, il y a des réflexes qui perdurent depuis un bon moment. Il y a le moindre problème, on se jette sur le dollar. Il y a le moindre problème, on se jette sur le yen. Ah ben oui, il n'y a plus de Japon, ah ben c'est dommage, bon tant pis, j'avais pas vu, et voilà, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. Donc, alors après, oui, quel est le premier à sauter? Je sais pas, je pense que les Américains sont peut-être plus malins que nous, et donc il est probable que si on devait faire quelque chose, ça serait... yen premier, euro second et dollar en dernier. Que les gens comprennent bien, les Américains, ça se passe mal, on injecte, on rentre dedans, on relance l'économie et on y va. Et on prend des décisions. Et ce que les marchés aiment bien avec les États-Unis, c'est qu'ils frappent du poing sur la table. Les Européens, c'est les chiffres molles. C'est-à-dire que depuis 3 mois, on nous aurait dit « Ok, on devient aujourd'hui interventionniste, on prête à zéro à ces pays comme la Grèce. » Enfin, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a un pays comme la Grèce qui est complètement retourné et qu'on continue de leur prêter à 6, 10, 12%. Enfin, c'est complètement débile. Aujourd'hui, on imprime et on leur prête de l'argent et on leur fait pas payer d'intérêt. Déjà, ça se passe mal. Il n'y aurait pas de problème pour autant. Déjà, ça se passe mal, mais c'est encore pire. Vous ne réglerez pas le problème, mais vous ferez penser à certains que c'est le moment d'acheter des obliges grecs, comme ça vous les rincerez un peu après. C'est pas plus mal. Mais non, le vrai truc, c'est de savoir comment on peut économiquement s'en sortir. J'ai pas de solution. Je pense que malheureusement, ça ne peut se faire que par un défaut de paiement. Mais quand je dis défaut de paiement, par la Grèce, le Japon, défaut de paiement, les États-Unis. Je vous rappelle que, petit détail, mais qui a son importance, dans la Constitution américaine, l'État américain s'est réservé le droit de ne pas rembourser ses obliges. C'est marqué en toutes lettres, article 14 de la Constitution américaine. Donc, c'est pas un délire impossible juridiquement, etc. Vous pouvez. Or, je ne vois pas très bien comment on peut s'en sortir autrement. C'est-à-dire que, donc en fait, ça veut dire simplement que, au bout du bout, quand vous avez bien rincé le contribuable, bah, vous rincez l'épargnant. Parce que c'est un impôt, mais c'est un impôt obligatoire. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, vous aurez probablement un défaut de paiement généralisé. Alors après, parce que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui vous disent bon, c'est pas grave, de toute façon, à force de mettre de la monnaie dans le circuit, on va avoir de l'inflation, et puis c'est l'inflation qui va nous payer nos dettes. Ah. Ça, c'est un peu du wishful thinking, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que, d'abord, je ne sais plus qui disait l'inflation, c'est comme le dentifrice, c'est très facile à faire sortir du tube, à faire rentrer, c'est beaucoup plus compliqué.
Là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pour les gens, l'inflation, c'est 5-6%, et puis c'est très bien, voire 6-7%, mais ça ne va pas plus loin. Le problème qu'on risque d'avoir, c'est pas 6-7% d'inflation, c'est que tout d'un coup, votre monnaie vaille 50% moins. Et là, à ce moment-là, c'est plus de la petite inflation, c'est l'hyperinflation. Et là, ça ne se traite pas du tout de la même façon. C'est pas agréable du tout, économiquement. Donc, mais je vois pas de solution intermédiaire. Parce que la solution intermédiaire qui est souhaitée par le gouvernement, c'est qu'il y ait de la croissance. Sauf que la croissance, on peut tous les deux se mettre à faire le tour de la table en chantant et en appelant la croissance, elle ne va pas arriver pour autant. La croissance, ça ne se décrète pas. Surtout qu'elle n'existe plus, puis elle n'existe plus depuis longtemps. En tout cas, dans les pays européens, je ne sais pas si vous avez vu de la croissance, ou en France, si vous avez vu de la croissance depuis quelques années. Enfin, on se retrouve... Elle est sortie positive. Hein. Ah oui, c'est vrai. L'épaisseur du trait. Non, c'est ridicule. Vous êtes en récession en France, comme vous l'êtes dans beaucoup d'autres pays. Donc, il faut faire attention à ça. Aujourd'hui, il n'y a pas vous n'avez pas aux États-Unis ou en Europe ou au Japon, vous n'avez pas de possibilité de générer de la croissance. Pourquoi? Tout simplement parce que les revenus des gens baissent, vous avez des taux de chômage qui sont épouvantables, donc vous ne pouvez pas vous imaginer que les gens vont se mettre à consommer de façon éclatante et que ça va générer de la croissance et que tout va aller bien. Donc aujourd'hui, les entreprises ne vendent plus, donc elles n'investissent plus, donc la croissance, vous ne l'aurez ni du côté de l'offre, ni du côté de la demande. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions et penser que tout d'un coup, la croissance va revenir comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, et que les gens vont se mettre à consommer à tour de bras, alors qu'on les impose de plus en plus, etc. Vont se mettre à consommer à tour de bras et vont relancer les choses et vont permettre de dégager une croissance suffisante pour payer les intérêts et pour commencer à rembourser la dette. Voilà. Et la dette, arrêtons de croire aussi que c'est un truc qui est que chez les riches, etc. Vous avez un livret A, je suppose, quelques-uns, c'est de la dette. Pas de bol. Bon, on a eu 3 monnaies, donc dollar, yen, euro, 3 zones, 3 difficultés. Est-ce qu'il y en a qui peuvent survivre à côté de ça? Si on est sur le marché des monnaies, que l'on part du principe qu'il peut y avoir des chocs monétaires, que la guerre des monnaies est en place, puisque c'est ce qu'on a vu ces dernières années ce qui s'est mis en place. Oui, vous avez des monnaies. Alors le problème, c'est que ce sont des monnaies qui sont des monnaies. Enfin, c'est un problème et une qualité aussi en soi, c'est que c'est des monnaies qui ont des spectres assez étroits. Oui. Mais vous avez quand même des pays qui aujourd'hui sont endettés, comme la Norvège, couronne norvégienne par exemple. Vous avez la Suède, qui même s'ils sont en récession, n'ont absolument pas la dette que vous avez dans le reste de l'Europe. Vous avez le dollar de Singapour, vous avez le dollar australien. Le dollar australien, le seul problème, c'est qu'il est assez lié à la Chine, à ce qui se passe en Chine, et donc vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Vous avez le dollar canadien, mais le dollar canadien, malheureusement, il est trop lié au dollar américain, puisque vous avez 80% des échanges qui se font avec les États-Unis, donc là aussi, c'est un petit peu compliqué. Vous avez le franc suisse. Alors, le franc suisse, c'est quand même, là aussi, on a bien fait de mettre en prison l'ancien président de la Banque nationale suisse, pour autre chose, rassurez-vous, c'était pas parce qu'il avait fait une bêtise économique. Mais ce qui m'amuse, c'est le patron de la Banque nationale suisse qui, il y a 6 mois, à peu près, 6-8 mois, qui décide tout d'un coup, en se levant, d'aller coller la parité à 1 contre euro. Ça lui a pris. Depuis, ils vendent des francs suisses
pour acheter quoi? Des euros et des dollars. C'est malin. Hein, ils vendent un truc qui est un petit bijou pour acheter de cochonneries. Ah oui. Alors ça c'est fait pour que les gens comprennent bien que sous 1,20 l'économie suisse est énormément pénalisée. Non, donc, pas tant que ça. Moi, alors là, je mets un bémol. D'accord. Je mets un bémol parce que il faut faire très attention là-dessus. C'est sur la pénalité du cours d'échange. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit à un moment pour dire les Allemands n'ont pas intérêt à ce que l'euro éclate parce qu'ils se retrouveraient avec du Deutschmark, que le Deutschmark monterait et qu'ils ne pourraient plus exporter. Alors déjà, de toute façon, on s'en fout, ils ne peuvent plus exporter parce que le reste de l'Europe est en récession. Donc je ne vois pas ce que ça change. Mais le problème n'est pas là. Ce n'est pas le modèle économique de l'Allemagne d'avoir une monnaie faible. Ils ont toujours vécu avec la monnaie la plus forte du monde, ça ne les a pas empêchés d'exporter, et en plus, ce n'est pas leur modèle économique. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans un pays comme la Chine, qui exporte des produits qui sont des produits à bas coût et à bas prix, que vous ayez une monnaie faible, très bien. Mais quand vous êtes l'Allemagne, est-ce que vous pensez que vous achetez une Audi ou une Porsche parce que le Deutschmark est faible? Non, vous en foutez complètement. Donc ce n'est pas leur modèle économique. Et en Suisse, c'est pareil. Sur une grande partie de l'économie suisse, ce n'est pas leur modèle économique. Et donc, ils font une erreur majeure parce qu'ils sont en train de se goinfrer de deux monnaies qui sont les pires actuellement. Encore heureux, il n'y a pas encore le yen. Enfin, bon. Ils sont en train de se goinfrer de ces monnaies-là au détriment de la leur pour un effet qui ne peut être que ponctuel, pour la bonne et simple raison qu'à la première attaque sérieuse qu'il y aura sur l'euro, le bouchon des 1,20 sautera. Vous n'avez jamais une banque centrale qui n'a pu se mettre face au marché. Ça n'existe pas, surtout quand elle est toute seule. Or, aujourd'hui, ils sont intervenus. Aujourd'hui, ça tient à 1,20. Pourquoi ça tient à 1,20? Parce qu'ils ont quelques capitaux et que, je vous dis, ils achètent des obligations européennes et notamment françaises d'ailleurs. Ce qui explique les 2% qu'on a sur les taux d'intérêt sur l'OAT à 10 ans. Mais qui sont en train de se goinfrer d'euros et de dollars. Mais rassurez-vous, la première attaque vous ferait 1,20, 1. Oui, le jour où les 1,20 cassent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a énormément d'acheteurs sur le seuil des 1,20 qui ont joué la première intervention, qui vont jouer sûrement. Alors, moi j'appelle ça la réaction de la bête au sol. Tu sais, quand on va à la chasse, voilà, c'est le dernier coup de corne avant de succomber. Bon, on a joué le premier coup de corne, il y en aura peut-être un second, comme vous l'a expliqué Monsieur Lermy ce matin. Mais à terme, le jour où les 1,20 cassent sur l'euro CHF, il y a tellement de milliards de stop sous ce seuil-là qu'on perd 500 points dans la journée. Donc ceux qui ne veulent pas acheter à 1,20 pour jouer la hausse peuvent mettre des ventes peut-être à 1,1950 ou 1,1920, parce que quand ça va casser, ce ne sera pas 80 points, ce sera 300. Mais voilà, enfin, vous avez là-dessus sur le franc suisse. Alors, vous allez me dire, ça ne fait pas grand-chose, parce que ça fait franc suisse, couronne norvégienne, dollar de Singapour, couronne suédoise. Est-ce qu'il y a autre chose? Pas grand-chose. Alors, à mon avis, pas grand-chose. Faut acheter des boîtes de conserve. Il faut acheter des boîtes de conserve? Non, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Non, après, vous allez avoir, en effet, il y a des questions à se poser sur les taux d'intérêt. Je pense que shorter de l'OAT, c'est pas forcément quelque chose d'idiot. En ce moment, hein, vous avez, on se vante d'avoir des taux négatifs, je vous rassure, c'est sur des périodes de 15 jours ou d'un mois, mais les taux à 10 ans à 2% en France, je crains malheureusement que ça ne dure pas très longtemps. Donc, vous allez aussi
vous allez aussi très probablement avoir des problèmes assez rapidement sur les obliques japonaises. Il y a un terrain intéressant où je voulais aller, oui, c'est les matières premières, on allait les oublier. Donc l'or, dont on nous parle souvent, qui va sûrement aller à 2500 $, 3000 $, qui est dans une tendance haussière historique magnifique grâce à un dollar faible. On a beaucoup de traders sur l'or et l'argent qui sont pour le moment haussiers et qui ont démarré grâce au QE3. Vous avez, sur les matières premières, vous avez deux mouvements contraires en fait. Vous avez nos joyauderies de banquiers centraux qui, en faisant des QE illimités, apportent du fuel pour la hausse des matières premières. Plus il y a de liquidité dans le système, plus les matières premières montent. Ça, on l'a vu sur l'explosion des contrats futurs sur les matières premières qui ont littéralement explosé au moment du premier QE. Alors, M. Bernand nous explique que c'est pas lui du tout qui est à l'origine de la hausse des matières premières, mais enfin bon, ça y ressemble quand même beaucoup. Donc, vous avez cet afflux de liquidité qui maintient les matières premières, notamment par exemple le pétrole, qui maintient le pétrole sur de hauts niveaux, parce que c'est pas la demande qui le maintient aujourd'hui. Donc, si vous n'aviez pas ces QE, très probablement le pétrole serait 40 voire 50 $ en dessous. Donc, sur les matières premières, donc vous avez des matières premières qui sont artificiellement maintenues sur des cours élevés. En revanche, l'or et l'argent, c'est un peu différent, pour la bonne et simple raison que moi, l'or, j'appelle ça le salaire de la peur. C'est réellement aujourd'hui, on ne joue pas l'or comme une matière première, on ne joue pas l'or comme un recours contre l'inflation, contrairement à ce que beaucoup disent. On joue l'or simplement, comme une alternative aux monnaies, en disant c'est une monnaie finalement. Et puis, la deuxième chose, c'est que dès qu'on a un peu la trouille, on se reporte sur l'or. Moi, je pense, alors après, j'ai pas d'objectif à vous donner, je ne sais pas si on ira à 2500 ou à 3000 ou en dessous, j'en sais rien. La seule chose sur laquelle il faut mettre un petit bémol sur l'or. Je suis tout à fait d'accord qu'en fondamental, l'or devrait continuer de monter. Le seul truc sur lequel il faut faire attention, et on s'en est d'ailleurs aperçu, on l'a vu en 2008, c'est que ça sert de porte-monnaie de réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les banquiers se prennent des taules monstrueuses sur les actions, sur les obligues, pour payer les appels de marge, ils font quoi? Ils vendent là où ils ont gagné de l'argent. Et, pas de bol, en 2008 déjà, c'était l'or. Et donc à ce moment-là, vous avez eu un repli. Alors ça n'a pas empêché de remonter derrière, assez vite, mais dans un premier temps, ça ne l'empêche pas non plus de baisser. Donc il faut faire attention à ça, parce que si vous prévoyez une grosse baisse sur les indices actions et une grosse baisse sur les indices obligataires, vous avez des chances d'avoir un effet de dégagement sur l'or. Voilà. Qui ne sera pas un effet qui sera pas dû à des fondamentaux dégradés, mais qui sera dû réellement à il faut bien que je paye, donc je vends ce que je veux. Donc à long terme, je veux dire, dans les 6 mois à 1 an, choc, deleveraging, on est obligé de couper les positions. De l'or à 1300, on n'entache pas sa dynamique haussière, mais ce n'est pas... je ne sais pas si ça ira jusqu'à 1300, mais ce n'est pas un je pense qu'il y a une possibilité de repli. L'argent, moi je fais un petit peu... je ne suis pas très à l'aise sur l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est beaucoup plus matière première que l'or. Et ça m'embête un peu parce qu'il y a ces deux phénomènes qui sont le ralentissement économique, la récession, qui fait moins de demandes, donc qui devrait pousser l'argent vers le bas, et vous avez l'argent comme substitut à l'or, puisque après avoir bien tradé sur l'or, sur le platine, etc., les gens
vont souvent jouer un effet de rattrapage sur l'argent, mais qui fondamentalement n'a pas de justification autre que je joue sur l'argent parce que ça me paraît moins crétin que de jouer sur une action. C'est un effet de mode, oui, tout à fait. L'argent est l'or ces derniers temps. Donc en quelque sorte, là, sur les grosses monnaies principales qui sont avec des taux d'intérêt très faibles et qui pratiquent les QE, on est dans une logique où on se demande lequel des trois ferait le premier. Donc pour un peu résumer, donc on arrive avec un ordre Japon, euro et dollar. Donc de l'achat du USD-Yen, du short euro-dollar ne paraît pas dans ce modèle-là, ça paraît être un bon plan. Après, donc, dans une optique de refuge, aller sur des zones un peu particulières. Pour tout ce qui est graphique, en fait, on verra ça tout à l'heure, je vous les montrerai, donc ces plans de trading-là. Donc on est couronne norvégienne, couronne suédoise, dollar de Singapour. Alors dollar de Singapour, on mettra un bémol pareil parce qu'on arrive sur un PEG, dont on a parlé aussi ce matin. Donc là, on parle vraiment en cas de choc, hein. On est bien d'accord. Et matières premières, on fera quand même attention. Ce que je dis sur les matières premières, c'est que ça peut très bien continuer de monter, l'effet QE, l'effet de mode, etc. Maintenant, un choc à tout moment, histoire d'aller nettoyer le marché. Tu sais, un passage sous 1500, histoire d'aller faire vindinguer tous les stocks de moyen terme. Mais là, ce qui était intéressant, c'est les dernières séances, moi, qui me gênent un peu sur l'achat d'or. Baisse des indices, baisse de l'or. Non, c'est surtout annonce de la VOJ, d'un QE, enfin de la VOJ. Des annonces d'élections anticipées et annonce par l'opposition demande par l'opposition d'un QE illimité. Normalement, quand on met QE illimité sur un écran, vous avez une hausse de l'or de 40 ou 50 dollars. Bon, ben là, ça n'a pas été le cas. Bernanke, il y a eu des bruits il y a 2 semaines, comme quoi ils allaient augmenter les rachats, qu'on allait passer de 45 milliards à 80 ou autre. Là non plus, pas d'effet sur l'or. Donc je me méfie un petit peu du fuel, je monétise à mort de façon illimitée sur l'or. Là, ces dernières fois, en tout cas, ça n'a pas donné l'impact habituel. Donc voilà. Les bruits comme moi, les théories du complot, ça me fatigue un peu. Le problème n'est pas de savoir qui manipule quoi, etc. Aujourd'hui, tout le monde essaie de ne pas être le premier à se faire bouffer, quoi. En gros, c'est vraiment le jeu actuel. C'est les Américains qui aimeraient bien qu'on ne s'occupe que de l'Europe et qu'on leur foute la paix. C'est les Européens qui aimeraient bien aussi qu'on leur fiche la paix et qu'on s'occupe un peu de ce qui se passe ailleurs, etc. Donc, je ne suis pas certain qu'il y a forcément des manipulations. Il y a des gens qui ont des intérêts là-dessus, qui n'ont pas intérêt à ce que l'or continue de monter beaucoup. Mais ça, vous ne l'avez pas simplement chez Goldman Sachs. Je vous rappelle tout de même que nos amis de l'AMF font strictement tout ce qu'ils peuvent pour que vous ne puissiez pas acheter de l'or, ni dans un mandat de gestion, ni dans un OPCVM. Donc il n'y a pas que Goldman Sachs qui fait ce qu'il faut pour ça. Donc il ne faut pas toujours chercher le diable dans Goldman Sachs, il peut se trouver ailleurs. On va passer aux questions-réponses, peut-être passer un micro. Si vous avez quelques questions à poser. La dépendance énergétique des États-Unis pourrait les aider justement à résorber leur dette. Bullshit. Alors la dépendance énergétique des États-Unis, oui, comme quoi ils pourraient extraire le pétrole, le gaz de schiste et tout ce qu'ils ont dans leur sol, être indépendants au niveau énergétique. Ça et donc va être un grand trou, les États-Unis. Ouais. Il n'y aura plus rien, il y aura un grand trou. Non, c'est bullshit total. Quand vous parlez à des pétroliers, en off, c'est bullshit total. Je viens de l'industrie du pétrole, il y a du pétrole partout. Et on peut extraire, c'est juste le coût de l'extraction. C'est le coût. Oui. Mais